Oral de français. L'œuvre d'Émile Zola. Sujet 6. La peinture et la sculpture. École et principales sensibilités artistiques et littéraires. Introduction. Partie 1. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir invités pour vous parler de l'œuvre d'Émile Zola. Aujourd'hui, je vais vous présenter un aspect essentiel de son travail, à savoir son rôle dans la description et la définition des mouvements artistiques de son temps, en particulier en ce qui concerne la peinture et la sculpture. Comme vous le savez peut-être, Zola était un écrivain très engagé dans son époque, qui avait à cœur de décrire le monde qui l'entourait avec précision et objectivité. Dans cette optique, il a consacré une grande partie de son œuvre à l'analyse des mouvements artistiques de son temps, en cherchant à en comprendre les enjeux esthétiques et sociaux. Donc voici la problématique de notre sujet. Comment Zola, dans l'œuvre, nous décrit-il les mouvements artistiques et littéraires de son époque, et comment y fait-il l'illustration et le rapprochement avec des œuvres d'art? Au cours de cette présentation, nous allons donc vous parler des principales écoles et sensibilités artistiques et littéraires décrites par Zola, en illustrant nos propos par des citations précises et des exemples d'œuvres. Nous allons ainsi voir comment Zola a contribué à définir des mouvements majeurs tels que le réalisme, l'impressionnisme, le naturalisme, le romanesque ou encore le romantisme, et comment son travail a pu influencer les artistes de son temps et des générations futures. Pour cela, nous allons tout d'abord étudier les différentes écoles artistiques décrites par Zola, en expliquant leurs caractéristiques esthétiques et leurs enjeux sociaux. Nous allons ensuite nous pencher sur les principaux mouvements littéraires de l'époque, en montrant comment Zola a su les intégrer à son propre travail, tout en leur apportant sa propre touche personnelle. Enfin, nous conclurons en réfléchissant à l'impact de l'œuvre de Zola sur les artistes et les écrivains qui ont suivi, ainsi que sur notre compréhension de l'art et de la littérature en général. Voilà pour cette introduction, j'espère que cela vous a donné un aperçu clair et précis de ce que nous allons aborder au cours de cette présentation. Donc partie 2, les mouvements artistiques et littéraires décrits par Zola. Ibrahim commence par faire l'intro plus le réalisme, Hugo sur l'impressionnisme, moi j'enchaîne avec le naturalisme. Le naturalisme, quant à lui, est un mouvement littéraire et artistique qui cherche à représenter le monde de manière scientifique en étudiant les lois de la nature et les comportements humains de manière objective. Zola a été l'un des principaux représentants du naturalisme en littérature. Avec des romans tels que La Terre ou encore Nana, ses œuvres montrent la vie des paysans et des prostituées avec une grande précision, en utilisant des descriptions minutieuses et des détails réalistes. En peinture, les artistes naturalistes cherchent également à représenter la réalité de manière objective, en s'inspirant de la science et de la photographie. Donc après ça, Ibrahim enchaîne sur le romanesque, Hugo sur le romantisme, et moi, je fais les mouvements opposés à l'art académique, tels que le salon des refusés. Enfin, Zola a également joué un rôle important dans la promotion d'autres mouvements artistiques opposés à l'art académique, tels que le salon des refusés. Ce salon exposait les œuvres rejetées par le salon officiel, qui était très conservateur et qui ne tolérerait que des œuvres conformes aux normes esthétiques établies. Zola a défendu ces artistes mal aimés qui cherchaient à explorer des nouvelles formes d'expression artistique. Le plus célèbre des artistes exposés au Salon des Refusés est sans doute Édouard Manet, qui a peint des tableaux choquants pour l'époque, tels que Le déjeuner sur l'herbe ou Olympia. Zola a été un ami et un admirateur de Manet, qu'il a défendu dans ses écrits, contribuant ainsi à faire connaître cet artiste aujourd'hui considéré comme un précurseur de l'impressionnisme. Ibrahim qui clôture la partie 2. La partie 3, illustration et rapprochement avec des œuvres d'art. Ibrahim qui introduit la partie 3. Je commence avec le premier exemple de tableau. Le tableau Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet est évoqué plusieurs fois dans le roman. Zola le décrit comme un chef-d'œuvre d'audace et de vérité. Ce tableau a été exposé pour la première fois au Salon des Refusés en 1863, un salon organisé par Napoléon III pour présenter les œuvres rejetées par le salon officiel. Manet y exposait un tableau considéré comme scandaleux à l'époque, car il représentait une femme nue dans un paysage contemporain. Comme l'a écrit Zola,
Manet était le premier à donner la modernité en peinture, en osant mettre sur sa toile ce qu'on voyait à chaque pas dans les rues. Hugo qui enchaîne qui fait l'exemple 2, Ibrahim qui enchaîne qui fait l'exemple 3. Je fais les salons, puis je conclus. Enfin, pour contextualiser ces œuvres et leurs mouvements artistiques, il est intéressant de revenir sur les salons du XIXe siècle. Les salons étaient des expositions organisées par l'Académie des Beaux-Arts pour présenter les œuvres des artistes reconnus. Ces salons étaient très importants pour la carrière des artistes, car ils leur permettaient de se faire connaître auprès du public et de la critique. Les salons étaient organisés régulièrement à Paris, généralement au Palais de l'Industrie, et attiraient un grand nombre de visiteurs. Cependant, les salons étaient également très sélectifs, et les œuvres étaient soumises à un jury qui décidait de leur admission ou de leur rejet. Ce système de sélection a souvent été critiqué pour son manque d'ouverture aux nouveaux courants artistiques, ce qui a conduit à la création de salons indépendants comme le Salon des Refusés et l'exposition impressionniste. Et comme le dit Zola, le salon, c'est la grande foire annuelle où l'on peut voir toute la production de l'art officiel, cette production qui est la honte et le déshonneur de la France artistique. En somme, les salons ont joué un rôle important dans l'histoire de l'art français, en permettant de faire découvrir de nombreux artistes, mais également en cristallisant les tensions entre les courants artistiques et les institutions officielles. Les œuvres évoquées par Zola dans l'œuvre sont donc à replacer dans ce contexte historique et artistique où la lutte entre l'art officiel et l'art moderne était à son apogée. Donc là, on a Hugo qui nous fait la conclusion, et puis basta.